Chapitre 55. Au nombre des plaisirs qui nous étaient promis par la seconde capitale du département de l'Aisne, nous avions mis au premier rang le spectacle. Une troupe d'élèves du conservatoire courant la province jouait ce soir-là, par extraordinaire, l'Hamlet de Ducis. J'ignorais complètement ce que c'était qu'Hamlet. Je dirais plus, j'ignorais complètement ce que c'était que Ducis. Il était difficile d'être plus ignorant que je ne l'étais. Ma pauvre mère avait voulu me faire lire les tragédies de Corneille et de Racine, mais je dois l'avouer, à ma honte, cette lecture m'avait prodigieusement ennuyé. J'ignorais à cette époque ce que c'était que le style, ce que c'était que la forme, ce que c'était que le fond. J'étais l'enfant de la nature dans toute la force du terme. Ce qui m'amusait était bon, ce qui m'ennuyait était mauvais. Je lus donc avec un certain effroi sur l'affiche le mot « tragédie ». Mais au bout du compte, comme cette tragédie était encore ce que Soissons nous offrait de mieux pour nous faire passer la soirée, nous nous mîmes à la queue en temps utile et, malgré la grande affluence, nous parvînmes à nous placer au parterre. Il y a quelque chose comme 32 ans que cette soirée est écoulée. Eh bien, elle produisit une telle impression sur mon esprit que les moindres détails en sont encore présents à ma mémoire. Le jeune homme qui jouait le rôle d'Hamlet était un grand garçon pâle et brun nommé Cudo. Il avait de beaux yeux, une voix puissante, et de tels souvenirs de Talma que lorsque je vis Talma jouer le même rôle, je fus tenté de croire qu'il imitait Cudo. J'ai dit que, pour moi, la question littéraire était complètement absente. J'ignorais même qu'il existât de par le monde un auteur nommé Shakespeare, et lorsque, à mon retour, instruit par Paillet qu'Hamlet n'était qu'une imitation, je prononçai devant ma sœur, qui connaissait l'anglais, le nom de l'auteur de Roméo et de Macbeth. Je le prononçai comme je l'avais vu écrit, ce qui me valut une de ces longues railleries que ma sœur ne m'épargnait jamais à l'occasion. Il va sans dire que cette occasion, je la lui fournissais à lui faire plaisir. En somme, comme l'Hamlet de Ducis ne pouvait pas perdre dans mon esprit par la comparaison, puisque je n'avais jamais entendu parler de celui de Shakespeare, l'Hamlet de Ducis, par son entrée fantastique, son apparition, visible à lui seul, sa lutte contre sa mère, son urne, son monologue, le sombre interrogatoire adressé par le doute à la mort, l'Hamlet de Ducis me parut un chef-d'œuvre et me produisit un effet prodigieux. Aussi, en revenant à Villers-Cotterêts, la première chose que je fis fut-elle de réunir les quelques francs échappés au voyage de Soissons et d'écrire à Fourcade, qui avait cédé sa place à ce même Camusat dont j'ai parlé à propos du père Hirault et qui était retourné à Paris, de m'envoyer la tragédie d'Hamlet. Fourcade, je ne sais pourquoi, tarda 5 ou 6 jours à me l'envoyer. Mon impatience était si grande que je lui écrivis une seconde lettre, pleine des plus vifs reproches sur son défaut de complaisance et d'amitié. Fourcade, qui n'aurait jamais pu croire qu'on accusât un homme d'être un mauvais ami parce qu'il ne se hâtait pas d'envoyer Hamlet, me répondit, avec une lettre charmante, mais dont je ne pus comprendre l'esprit, que lorsqu'une étude plus approfondie du bon et du mauvais m'eut mis à même de classer l'œuvre de Ducis au rang de ce qui lui était dû. Quoi qu'il en soit, je devins fou. Je demandai à chacun « Connaissez-vous Hamlet? Connaissez-vous Ducis ?» La tragédie arriva de Paris. Au bout de 3 jours, je savais par cœur le rôle d'Hamlet, et qui pisait, j'ai une fatale mémoire et je n'ai jamais pu l'oublier. Quoi qu'il en soit, Hamlet fut la première œuvre dramatique qui produisit une impression sur moi. Impression profonde, pleine de sensations inexplicables, de désirs sans but, de mystérieuses lueurs, aux clartés desquelles je ne voyais encore que le chaos. J'ai retrouvé plus tard à Paris le pauvre Cudo qui jouait Hamlet. Hélas, ce grand talent qui m'avait si fort séduit n'avait pu trouver nulle part la moindre place, et je crois que depuis longtemps il a renoncé même à l'espérance, cette fille de l'orgueil qui meurt si difficilement chez l'artiste, à l'espérance de se faire une position au théâtre. Or, comme si le démon de la poésie, une fois éveillé en moi, avait juré de ne pas se rendormir, et employant tous les moyens pour arriver à ce but,
était parvenu à faire maître Menson lui-même son complice, à peine de retour de Soissons, au lieu d'une vente à expédier, d'une obligation à grossoyer ou d'une course à faire, maître Menson me donna une pièce de vers à copier en triple expédition. Cette pièce de vers était intitulée « Les Bourbons en 1815 ». Je l'ai dit, M. Menson était républicain. Républicain, je l'ai trouvé en 1830, républicain, je l'ai revu en 1848. De plus, en tout temps et sous tous les régimes, c'est une justice à lui rendre, il disait tout haut son opinion, si haut que ses amis s'en effrayaient et lui faisaient tout bas leurs observations. Mais lui haussait les épaules. Que diable voulez-vous qu'il me fasse, disait-il. Mon étude est payée, mon répertoire au courant, je les défie de trouver une nullité dans un seul de mes actes. Avec cela, on se moque des rois et des calotins. Il avait raison, le dit maître Menson, car malgré toutes ces démonstrations taxées d'imprudentes par les esprits timorés, son étude était la meilleure de Villers-Cotterêts et allait se bonifiant tous les jours. Cette fois, il était à l'apogée de la satisfaction. Il avait attrapé je ne sais où une pièce de vers manuscrite contre les Bourbons. Il l'avait lue à toute la ville, et après l'avoir lue à toute la ville, il venait, comme je l'ai dit, à mon retour de Soissons, de me donner l'ordre d'en faire 2 ou 3 copies pour ceux de ses amis qui seraient comme lui curieux de posséder ce poétique pamphlet. Je ne l'ai jamais vu imprimé, je ne l'ai jamais relu depuis le jour où j'en fis 3 copies, et cependant ma mémoire est telle que je pourrais la dire d'un bout à l'autre. Mais que le lecteur se rassure, je me contenterai d'en citer quelques vers. Voici quel était le début. Où suis-je, qu'ai-je vu? Les voilà donc, ces princes, qu'un sénat insensé rendit à nos provinces, qui devaient, abjurant les préjugés des rois, citoyens couronnés, régner au nom des lois, qui venaient, disait-il, désarmant la victoire, consoler les Français de 25 ans de gloire. Ils entrent, avec eux la vengeance et l'orgueil ont du Louvre indigné franchi l'antique seuil. Ce n'est plus le Sénat, c'est Dieu, c'est leur naissance, c'est le glaive étranger qui leur soumet la France. Ils nous osent d'un roi reprocher l'échafaud. Ah, si ce roi, sortant de la nuit du tombeau, armé d'un fer vengeur, venait punir le crime, nous les verrions pâlir aux yeux de leurs victimes. Abandonnant les considérations générales pour la peinture particulière des individus, l'auteur s'écriait, à cette époque on s'écriait toujours, l'auteur s'écriait, passant en revue la famille royale. C'est d'Artois, des galants imbéciles doyens, incapables de mal, incapables de bien. Au pied des saints autels, abjurant ses faiblesses, et par des favoris remplaçant ses maîtresses. D'Artois dont rien n'a pu réveiller la vertu, qui fuit à Quiberon sans avoir combattu, et qui, s'il était roi, montrerait à la France, des enfants de Clovis, la stupide indolence. C'est Berry que l'armée appelait à grands cris, et qui lui prodigua l'insulte et le mépris, qui, dès ses jeunes ans, puisa dans les tavernes ces mœurs ton grossier qu'ignore nos casernes. C'est son frère, avec art sous un masque imposteur, cachant de ses projets l'ambitieuse horreur, qui nourrit par son oncle aux discordes civiles, en rallume les feux en parcourant nos villes. Ce tercite royal qui ne sut à propos ni combattre ni fuir et se croit un héros. C'est, plus perfide encore, son épouse hautaine, cette femme qui vit de vengeance et de haine, qui pleure, non des siens, le futesse trépas, mais le sang qu'à grands flots elle ne verse pas. Ce sont ces courtisans, ces nobles et ces prêtres, qui, tour à tour flatteurs et tyrans de leurs maîtres, voudraient nous ramener au temps où nos aïeux ne voyaient, ne pensaient, n'agissaient que par eux. Enfin, terminant le discours par une péroraison digne du sujet, l'auteur s'écriait encore, dans son enthousiasme libéral, « Ne balançons donc plus, levons-nous, et semblables au fleuve impétueux qui rejette les sables, la fange et le limon qui fatiguaient son cours, de notre sol sacré rejetons pour toujours ces tyrans sans vertu, ces courtisans perfides, ces chevaliers sans gloire et ces prêtres avides, qui, jusqu'à nos exploits ne pouvant se hausser, jusques à leur néant voudraient nous abaisser. »
12 ans après, on chassait les Bourbons de France. Ce ne sont pas les boulets des révolutions qui renversent les trônes. Ce n'est pas la guillotine qui tue les rois. Boulets et guillotines ne sont que des instruments inertes au service des idées. C'est cette haine sourde, c'est cette lutte souterraine qui, tant qu'elle n'est que l'expression des désirs de quelques-uns, échoue et se brise, mais qui, du moment qu'elle devient l'expression de l'intérêt général, engloutit trônes et races, rois et royautés. Il est facile de comprendre comment les Messéniennes de Casimir de la Vigne, qui paraissaient imprimées concurremment avec ses pamphlets manuscrits, semblaient pâles et décolorés. C'est que Casimir de la Vigne était un de ces hommes qui chantent parfois les révolutions accomplies, mais qui n'aident pas aux révolutions à faire. Le pendant de la pièce de vers dont je viens de citer des fragments fut le procès Maubreuil, mystérieuse et sombre affaire où les noms, sinon les plus illustres, du moins les plus connus de l'époque, étaient mêlés à un vol accompli et à un assassinat médité. Je suis peut-être le seul en France qui pense encore aujourd'hui à cette affaire Maubreuil. Peut-être suis-je aussi le seul qui ait conservé une relation sténographiée des séances de ce terrible procès où l'on essaya, par l'horreur du cachot, par la rigueur du secret, de rendre fou un homme que l'on n'osait pas faire disparaître et qu'on ne savait comment démentir. À cette époque, je copiais sur le manuscrit, d'une main étrangère et inconnue, le compte-rendu de ces séances. Depuis, j'ai lu, écrite de la main même de l'illustre princesse de Wurtemberg, la relation qu'elle en fit, d'abord pour son mari, le maréchal Jérôme Bonaparte, ensuite pour des mémoires encore inédits qui sont aux mains de sa famille.